Bon, on va commencer. Donc, je me présente, je suis Guillaume Martin, je suis ostéopathe sur Lège, kinésiologue et praticien en médecine traditionnelle chinoise depuis 20 ans, 20 ans et 20, on est combien et 26 jours. Voilà. C'est précis, hein. Je fêtais mes 20 ans le 4 octobre, c'est pour ça. Du coup, au fur et à mesure de ma pratique et des enseignements que j'ai reçus, j'ai pu faire les liens entre l'ostéopathie, la kinésiologie et la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est vrai que on propose pas mal de choses pour les gens qui ont des troubles d'apprentissage, mais sans avoir une vision globale. Un petit peu comme les médecins, quand vous leur dites que vous avez mal au genou, ils vont se focaliser sur le genou. Donc j'ai essayé d'élargir cette vision pour avoir et pour vous expliquer comment on peut voir l'apprentissage, puisqu'en fait on apprend toute notre vie, et toute notre vie on continue d'apprendre et d'apprendre. Alors on va parler d'ostéopathie et de kinésiologie. Vous connaissez déjà les deux techniques ou pas du tout? Kinésio, moi pas trop. Ok. Donc l'ostéopathie, c'est l'aspect mécanique du corps, et je parlerai de l'aspect mécanique du corps, sachant qu'en ostéopathie, c'est aussi très large et qu'il y a des techniques plus ou moins énergétiques également. Mais on va se contenter à l'aspect biomécanique de l'ostéopathie, donc le plus concret. La kinésiologie, c'est une technique qui est dérivée des chiropracteurs américains, donc c'est les ostéopathes américains, qui se sont aperçus que l'état émotionnel des gens se reflétait dans l'état musculaire. Et ils ont donc inventé un test musculaire pour avoir accès à l'inconscient. Parce qu'il se base sur le fait que le corps, il a une mémoire, il a enregistré tout depuis qu'on est né, et il suffit de lui poser les bonnes questions pour qu'il nous réponde, mais il nous répond que de manière binaire. C'est un muscle qui tient ou un muscle qui ne tient pas. Donc c'est un test fort ou un test faible. Bonjour. Bonjour. Et du coup, la kinésiologie utilise un test musculaire pour avoir accès à cette mémoire du corps, à cet inconscient, et elle nous dit pas toute la vérité, mais elle nous répond comme un ordinateur de manière binaire, avec un muscle qui verrouille et un muscle qui verrouille pas. Et du coup, avec ce test musculaire, les chiropracteurs ont mis en place un lien entre l'aspect mécanique, l'aspect musculaire, l'aspect émotionnel et l'aspect énergétique en utilisant la médecine traditionnelle chinoise. Et donc c'est comme ça qu'a été créée la kinésiologie. Et sur cette technique est venu se greffer différents courants. Et là, je vais vous parler d'un courant qui s'appelle la kinésiologie éducative. C'est du coup, ça concerne toutes les difficultés d'apprentissage, mais au sens très large du terme. Nous, on dit, dès qu'il y a un problème en kinésiologie, il y a une dyslexie. Il faut entendre ici le terme dyslexie au sens difficulté d'apprentissage. Et le but, c'est de redonner, en fait, en utilisant ces techniques, le maximum de potentiel à l'individu pour qu'il puisse au mieux gérer les différents apprentissages de la vie et de l'école jusqu'à l'âge adulte, en fait. Donc on va parler un petit peu de l'ostéopathie au début, et après de la kinésiologie. Parce que c'est vrai qu'il existe au niveau de la biomécanique du corps humain, certaines zones au niveau du corps humain qui sont très très importantes. Pourquoi elles sont très importantes? Alors c'est vrai que envisager le corps à partir de la mécanique, ça n'en diminue pas sa beauté, mais c'est l'aspect concret du corps. Et c'est vrai que les tests les plus concrets en mécanique, on peut les démontrer, c'est-à-dire qu'on fait un test d'entrée et il y a un point fixe au niveau de la biomécanique qui se voit concrètement. On n'a pas besoin de sentir en fait au début, c'est pas de la magie ou tout ça. Et on fait une correction biomécanique et on refait le test et tout a changé. D'accord? Donc c'est vraiment, je vais vous parler de l'aspect concret de la mécanique, donc vite fait, pour arriver jusqu'à la kinésiologie. Alors c'est vrai que vous avez vu que rien ne ressemble plus à un corps humain qu'à notre corps humain. On est tous constitués pareil, on a tous une tête, 2 bras, 2 jambes, et que c'est pas forcément ça qu'il faut remettre en cause, mais c'est peut-être la manière qu'on a de le faire fonctionner, ou la possibilité qu'on a de le faire fonctionner, ce corps humain. Puisqu'on est tous constitués pareil. Donc c'est la fonction qui va m'intéresser, moi, plutôt que l'organe.
Par exemple, en médecine allopathique, le médecin va s'intéresser à l'organe. Vous avez mal au ventre, il va vous faire une fibro, un truc, il va dire « Ah ben non, l'organe, il a rien, tout va bien, vous avez rien. » C'est là qu'il commence à dire « c'est dans la tête ». Mais en fait, c'est peut-être la manière qu'on a de le faire fonctionner qui est à remettre en cause, et ça, c'est plutôt de nature inconsciente. D'accord ? On n'a pas le contrôle ni la maîtrise. Donc cette manière de faire fonctionner le corps, c'est là où réside notre identité, notre personnalité. Donc c'est propre à chaque individu, ça. D'accord ? Alors si je vous parle de la mécanique, on va parler de la quantité vers la qualité. Donc la quantité, c'est le plus concret au niveau du corps humain. Il faut évidemment s'exclure de tout problème organique, donc s'exclure s'il y a un problème médical ou un organe est atteint. Par exemple, vous avez un accident, vous avez des fractures, il vaut mieux aller voir son médecin ou l'urgentiste que son ostéopathe ou son kinésiologue. C'est évident, d'accord ? Mais c'est primordial. Par contre, on peut avoir des blocages quantitatifs. Par exemple, j'ai pris, comme on est dans le sud-ouest, une belle bouteille de vin. Cette bouteille de vin, elle a reçu un traumatisme qui s'appelle le bouchon. Si vous voulez un jour boire la bouteille, il ne sert à rien de caresser la bouteille pendant 10 ans, de lui mettre une aiguille, de lui donner une granule d'homéopathie, de faire des prières ou des incantations. Il faudra mieux utiliser un tire-bouchon. D'accord ? Et après, on pourra laisser décanter pour avoir une amélioration de la qualité du vin. Mais dans un premier temps, il faudra s'occuper de l'aspect quantitatif. Le traumatisme étant le bouchon, il faut enlever le blocage pour avoir accès à ce qu'il y a dessous. Et d'autre part, il y a des blocages qualitatifs, évidemment, qui sont un tout petit, qui sont beaucoup moins traumatisants, beaucoup plus supportables. Et là, il suffit d'une petite pichenette pour débloquer ce genre de blocage qualitatif. Et là, il y a plein de techniques qui marchent. Et je dirais toutes les techniques marchent du moment qu'on a la quantité de mouvement. D'accord ? Une fois que vous avez la quantité, toutes les techniques, que ce soit la réflexologie, l'acupuncture, l'homéopathie, tout ça va avoir une efficacité. Mais par contre, si c'est comme ça, là, vous risquez d'avoir des déboires. Tous ceux qui font plein de techniques et qui ont ce genre de blocage, j'appelle ça des SDF. C'est des centres diagnostiques fixes, en fait. Et ils courent de thérapeute en thérapeute pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Et du coup, c'est juste la quantité qui est bloquée. Donc au niveau du corps, il existe 3 zones importantes qui nous parlent qui sont à corriger pour que les corrections de kinésiologie par la suite tiennent dans le temps. Ces 3 zones, on les appelle des zones d'adaptation. C'est-à-dire que si elles sont bloquées, vous perdez votre capacité de vous adapter, vous êtes obligé de compenser. Et quand on compense, on y perd toujours quelque chose. D'accord ? Ces 3 zones, c'est la plus importante, je dirais que c'est l'occiput sur la première cervicale. C'est le crâne sur la première cervicale. C'est une zone qui se bloque. Alors, tous ces blocages se font obligatoirement de manière traumatique physique. D'accord ? C'est pas parce qu'on vous enferme dans le placard quand vous êtes petit que vous allez bloquer ces zones-là. Non, c'est vraiment un choc physique. Donc par exemple, celle-là, que je retrouve dans 80% des blocages d'adaptation, c'est principalement des chutes sur la tête ou des coups du lapin. Chute sur la tête, coup du lapin, ça verrouille l'occiput sur la première cervicale. Et c'est verrouillé des 2 côtés. D'accord ? Une un peu plus subtile qu'on retrouve quand on a une naissance difficile. Donc c'est pas un blocage pour la maman, là c'est un blocage pour l'enfant. Ou quand les contractions sont trop importantes ou qu'on utilise des instruments, forceps, ventouses, etc. Eh bien, on peut retrouver une compression de ce qu'on appelle la symphyse sphéno-basilaire. C'est une toute petite articulation qui est très malléable au niveau de la base du crâne. Donc entre le sphénoïde et l'occiput. Le sphénoïde, c'est vos tempes, c'est la partie qu'on peut toucher, et l'occiput, c'est l'os que vous avez derrière le crâne, et donc c'est une jonction vraiment sur le plancher du crâne, là où repose le cerveau. D'accord ? Et là, on peut avoir des lésions de compression, donc quand on met nos mains, on a l'impression que le crâne, c'est la table, c'est-à-dire ça ne bouge pas, c'est pas vivant, c'est très dur, c'est très comprimé. C'est une zone d'adaptation qu'on retrouve plutôt chez les enfants, mais qui peut perdurer à l'âge adulte. À l'âge adulte, on arrive à corriger quand même.
on va retrouver une élasticité, une malléabilité quand on corrige le crâne, et non pas une mobilité comme au niveau des autres articulations. Et la troisième, mesdames, comme il n'y a que des dames, c'est le sacrum entre les deux iliaques qui peut se bloquer soit sur une chute sur les fesses, soit aussi un accident de voiture par l'énergie cinétique du choc, ou alors dans l'accouchement. L'accouchement, quand les femmes accouchent, on a une ouverture du détroit supérieur, comme ça. Le bébé, hop, il laisse tomber sa tête, en général. Et quand on a une fermeture du détroit supérieur et une ouverture du détroit inférieur, c'est là où on vous dit de pousser fort. Et des fois, le sacrum peut rester bloqué comme ça, dans cette position la plupart du temps. Donc dans la cambrure, c'est plus rare d'être bloqué comme ça, vraiment une chute sur les fesses. Et du coup, c'est des zones très importantes à vérifier au niveau de la mécanique du corps humain pour éviter de puiser dans ses réserves et de ne plus s'adapter. S'adapter, c'est garder l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre de toutes les constantes, c'est équilibrer le milieu intérieur au milieu extérieur. L'hiver, quand il fait moins 10, pour éviter de mettre 10 paires de chaussettes, 10 soupules, 15 blousons, on arrive à adapter notre milieu pour pouvoir le gérer. D'accord ? Sinon, on va le compenser. Donc pour le compenser, on va puiser dans nos réserves et ça, c'est très très fatigant. Alors je vous donnerai la symptomatologie de ces adaptations. Mais vous voyez par exemple, si on prend le corps humain comme ce char, le char c'est ce corps humain, s'il a eu un choc physique, un traumatisme physique, c'est l'individu, il est dans le fossé. Dans le fossé, évidemment, il faut qu'on regarde s'il n'y a pas des choses médicales. Donc quand on a un accident de voiture par exemple, on fait un contrôle médical, une radio, nanana. Et s'il n'y a pas de problème pour la médecine, ils vont renvoyer chez vous. Mais la voiture est toujours dans le fossé. Donc le but premier, c'est quand on corrige les adaptations qu'on a vues juste avant, c'est de le remettre sur la route. On remet le char sur la route. Et quand on remet le char sur la route, il se peut qu'il roule un petit peu de travers. Alors, qu'est-ce que c'est que la symptomatologie d'adaptation ? Donc si vous avez une adaptation bloquée, on retrouve des gens qui perdent leur potentiel. C'est-à-dire ils sont plutôt dans la survie que dans la vie. Et on peut retrouver des troubles du sommeil, donc des gens qui se lèvent la nuit pour boire ou faire pipi, des gens qui ne sont pas en forme le matin, qui ont du mal à émerger, des gens qui peuvent avoir des coups de pompe entre 18 et 20 heures le soir, parce que c'est une énergie particulière qui est bloquée au niveau énergétique pur, et qui a du mal à se recharger. On peut avoir des gens qui sont incapables de rester debout immobile sans bouger. Il faut toujours qu'ils restent dans un mouvement. Donc ce sont des gens qui sont toujours en train de bouger, en train de faire quelque chose, etc. S'ils se posent, ils vont de moins en moins bien. C'est le jour où ils vont en vacances qu'ils disent « je vais faire du transat ». Et là, quand ils font du transat, ils deviennent de plus en plus irritables, irascibles, il ne faut pas trop les embêter. Alors que normalement, tout devrait bien se passer puisqu'ils sont en vacances sans rien faire. Mais c'est l'inverse qui se passe. Et on a une déprime ou un coup de blues plutôt qu'une dépression, c'est des coups de blues qui sont en général toujours à la même époque. On dit c'est les transitions de saison en énergétique et on retrouve le 5 mai, 5 août, 5 novembre, 5 février, une semaine avant, une semaine après, parce que c'est des moments où on va passer par tous les temps et du coup le corps, comme il ne peut pas s'adapter, il ne sait plus quoi faire. On va avoir chaud, froid, du vent, de la pluie, etc. très vite et le corps il dit là, il faut que je m'adapte, mais comme il ne s'adapte pas, il compense, il dit ah là il pleut, ok, il faut que je compense, et puis le lendemain il fait froid, ah mince, il faut que je... Et puis ça change tellement vite que le corps il ne sait plus quoi faire, et là, hop, petit coup de blues, baisse de morale. Alors attention, si toutes les Twingo sont des Renault, toutes les Renault ne sont pas des Twingo. C'est une expression que j'utilise beaucoup, c'est dans mes cours. Ça veut dire que si on a ce genre de symptomatologie, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une adaptation de bloquée. Mais tous les gens qui ont une adaptation de bloquée ont cette symptomatologie. Donc quand moi je teste dans ma mécanique et que je pose les questions aux gens, je connais les réponses d'avance. D'accord ? C'est pas magique, mais c'est comme ça. Et ça, c'est le plus important au niveau de la mécanique. Tout le reste, c'est beaucoup moins important que ces trois zones-là. Évidemment, c'est important, mais ça ne va pas jouer sur l'adaptation, sur garder son homéostasie. Alors évidemment, corriger la mécanique ne suffira pas, malheureusement,
pour que ça perdure dans le temps. Pour que ça perdure dans le temps, il faut corriger la cause du blocage mécanique. Et la cause du blocage mécanique, elle n'est jamais dans la mécanique. La cause, c'est pourquoi l'individu, il a eu cet accident et il a bloqué cette articulation. Parce que heureusement, tous les gens qui ont des accidents ne bloquent pas forcément cette articulation-là. Ou toutes les femmes qui accouchent ne bloquent pas forcément le bassin. Donc c'est pourquoi il a bloqué. Et là, on va rentrer dans la kinésiologie en allant investiguer ce qu'on appelle les 12 programmes de sabotage de motivation de vie, ou comment se mettre des bâtons dans les roues. C'est des blocages inconscients. Et ces blocages inconscients, l'inconscient, c'est lui qui gère le « je peux », et le conscient, c'est lui qui gère le « je veux ». Et bien, c'est des blocages inconscients, donc c'est pas que les gens ils veulent fonctionner comme ça, mais ils peuvent pas faire autrement. D'accord ? Et il existe 12 blocages hyper sympathiques. Je vous donne un exemple. Il y a une phrase qui est positive, qui dit « Je me détends, je fais de mon mieux, la vie est belle ». Ça, c'est la phrase positive. Les gens ne peuvent pas l'utiliser s'ils ont ce blocage. Et la phrase négative, c'est « Le souci est nécessaire à la vie. Si je cesse de m'inquiéter, je risque de mourir. » Et ils fonctionnent comme ça. Mais c'est pas qu'ils veulent fonctionner comme ça, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc on retrouve des gens qui ne peuvent pas se détendre. Donc je me détends, ils ne peuvent pas. Donc partout sur leur corps, c'est trop tendu. Je me détends, je fais de mon mieux. C'est des gens qui en font toujours trop. Et la vie est belle, ils ne peuvent même pas imaginer que la vie c'est un long fleuve tranquille parce qu'il leur arrive toujours quelque chose. Souci sur souci ou catastrophe sur catastrophe. C'est les Pierre Richard de la vie. Pourquoi ? Parce qu'ils fonctionnent dans la deuxième phrase, qui est « le souci est nécessaire à la vie ». C'est-à-dire que pour leur système inconscient, le souci c'est un moteur et c'est ce qui va les faire avancer. Donc c'est leur inconscient qui projette les soucis pour pouvoir les régler. Ça les occupe. Pourquoi ? Parce que la suite de la phrase c'est « si je cesse de m'inquiéter, je risque de mourir ». C'est-à-dire que en fait pour eux, si jamais demain tout va bien, eux ils ne vont pas se sentir bien du tout parce qu'ils vont se retrouver face à leurs propres angoisses et c'est ça qu'ils ne pourraient pas gérer. D'accord ? Donc ça fait partie d'un des 12 programmes sympathiques qu'on peut vivre, mais qu'on peut vivre également ça même si on n'a pas d'adaptation bloquée. D'accord ? Mais si on a une adaptation bloquée, c'est indispensable de les débrancher. Pourquoi ? Pour pas que le blocage mécanique revienne. Parce que si on ne le débloque pas, il suffit d'un petit choc sur la tête ou vous prenez une poutre, un volet pour rebloquer cette articulation qui est devenue fragile à ce que vous vivez ailleurs. D'accord ? Donc ça, c'est important. Ensuite, on arrive du coup pour redonner le maximum de potentiel à un individu à utiliser une autre technique qui s'appelle la kinésiologie. Et là, c'est la kinésiologie éducative. Alors vous savez qu'on vit dans un monde en 3 dimensions. Et pour qu'il y ait 3 dimensions, il faut que vous soyez présent. C'est-à-dire si vous n'existez pas, les 3 dimensions n'existent pas. Donc il existe en kinésiologie quelque chose qui s'appelle la référence de soi. La référence de soi, c'est vous serez toujours entre 2 bonnes mains. Et c'est les vôtres. C'est-à-dire qu'entre vos 2 mains, il y a quelqu'un et c'est vous. Et pour avoir cette référence de soi, il faut ce qu'on appelle un corps calleux efficient. Le corps calleux, c'est une partie de substance blanche au centre du cerveau. D'accord ? Et il faut que cette partie de substance blanche au centre du cerveau, elle soit efficiente parce que c'est par elle que tous les messages entre la gauche et la droite, le haut et le bas, l'avant et l'arrière vont passer. Donc c'est vraiment les fondations de l'apprentissage. Je vous en dirai un peu plus. Et après, on a la communication au bas, au niveau du cerveau et du corps, qu'on appelle le centrage, c'est la capacité de se sentir à la hauteur. La connexion avant-arrière, au niveau du cerveau et au niveau du corps, qui est la capacité à pouvoir s'appuyer sur ce qu'on a vécu pour être présent à chaque instant et construire son avenir. Et c'est ce qui gère l'attention, la concentration. Et on a la communication gauche-droite, au niveau du cerveau et au niveau du corps. C'est comment je traite l'information au niveau de mes 5 sens et de manière bilatérale pour avoir un fonctionnement optimal. D'accord ? Et donc ça, je l'appelle du global au spécifique, c'est-à-dire qu'on va travailler globalement de l'individu par rapport à lui-même pour équilibrer ça, et non pas l'individu par rapport à un contexte spécifique. Il se peut que ce soit débranché dans la globalité, dans ce cas-là on fait la globalité, et il se peut quand dans un des domaines de votre vie, une fois qu'on a équilibré la globalité, que ce soit quand vous jouez au tennis, vous avez du mal, mais ça restera spécifique au tennis, ça sera un contexte. Voilà.
il s'est passé quelque chose au niveau de tes. Et on peut rebrancher dans le contexte aussi en kinésiologie, mais là on rentre dans la kinésiologie pure, qui est de travailler sur des objectifs spécifiques. Donc, je vais vous parler du global. Donc le corps calleux, c'est ça, on le teste par un X et des parallèles. C'est cette partie de substance blanche au centre du cerveau. Et au premier étage de l'apprentissage, on a le centrage, le focus et la latéralité, donc qui sont ces connexions au bas, avant, arrière et gauche-droite. Et on a 4 autres dimensions qui sont un peu plus subtiles, qu'on appelle la motivation, c'est les phrases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le rythme, la force et l'autogestion, c'est des dimensions un peu plus subtiles, la respiration, la biochimie, etc., qui peuvent altérer l'apprentissage, mais de manière un peu moins concrète et plus subtile. Alors, le corps calleux, on dit que c'est l'intégration en soi. Et le docteur Paul Denison, qui est à la base de la kinésiologie éducative aux États-Unis, il disait « L'apprentissage est aisé s'il est présenté sous une approche multidimensionnelle et multisensorielle. » C'est-à-dire que plus vous apprenez avec tous vos sens en éveil, plus l'apprentissage sera facile. C'est vrai que c'est difficile de rester 8 heures assis sur une chaise à l'école et de dire tu fais ci, ça, quand ça passe pas par le mouvement, l'émotion, le jeu, le plaisir, etc. Donc, je manque pas de travail, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés d'intégration comme ça. Et il disait, lorsqu'un enfant apprend avec tout son cerveau, l'enfant est ouvert, réceptif et curieux de son environnement. Simultanément, il est capable de s'exprimer, de faire ses propres expériences et d'être conscient d'être un être unique. Tel est notre but pour chaque personne sur cette planète. Vous êtes tous uniques. Moi aussi. Voilà un cerveau global avec cette partie de substance blanche ici qu'on appelle le corps calleux. Alors, pourquoi? Alors, c'est vrai que le corps calleux, il nous donne accès à notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Donc on parle plutôt de monsieur cerveau gauche et madame cerveau droit. Voilà, ça date de plusieurs dizaines d'années, hein, mais on parle un peu toujours de ça. Donc il y a des fonctions différentes au niveau de ces deux hémisphères. C'est un petit peu remis en cause, mais parce que, évidemment, il y a des connexions normalement entre la gauche et la droite. Mais si on prend, on va dire, une vision synthétique, on va dire que le cerveau gauche, lui, c'est un cerveau verbal, puisque l'aire de la parole est dans le cerveau gauche. C'est un cerveau auditif, puisque l'aire de Wernicke qui intègre l'audition est aussi dans le cerveau gauche. Et c'est lui qui analyse les données de manière séquentielle. C'est A, puis B, puis C, puis D. Donc il est plutôt analytique et il a une vue plutôt détaillée. C'est lui qui gère la notion de temps. Donc il est analytique, il est rationnel. Et c'est lui qui gère le contrôle conscient, globalement. C'est le cerveau du GC. GC et C. C'est plutôt le cerveau expressif. Et il fonctionne plutôt dans l'inquiétude et l'anxiété. Alors que Madame Cerveau Droit, elle, c'est le cerveau qui est non verbal. C'est plutôt quelque chose de visuel qui traite les données globales et les données tous ensemble. C'est A plus B plus D, ça donne quelque chose. Et c'est lui qui a la notion de l'espace, c'est lui qui est plutôt synthétique, intuitif et plutôt irrationnel. C'est lui qui peut faire des jeux de mots avec la parole. Les jeux de mots tard pour quand c'est tard le soir ou les jeux de mots tôt quand c'est tôt le matin. Voilà, des trucs comme ça. C'est le cerveau droit qui nous permet de faire ça. C'est lui qui est plutôt impulsif et c'est lui qui a l'instinct de survie. Il est réceptif et il est connecté quand on met les yeux à gauche, puisque de manière consciente, le cerveau droit gère la partie gauche du corps et le cerveau gauche la partie droite du corps. Au niveau des comportements, le cerveau gauche, lui, il dit « il faut que je plaise aux autres ». Alors que le cerveau droit, il n'a pas d'identité individuelle et il se fond dans la masse. Le gauche, il dit « je dois faire attention ». Donc il est dans le contrôle conscient, comme on a vu tout à l'heure, alors que le droit, il est dans le mouvement spontané, il peut danser comme ça, vous dites « allez, levez-vous, dansez », et c'est le cerveau droit qui, s'il est actif, il va vous donner et vous permettre de le faire sans que vous ayez peur du regard des autres, parce qu'il n'a pas d'identité propre. Le cerveau gauche, il dit « je dois me concentrer », alors que le cerveau droit, il est plutôt endormi, affamé.
Il faut que je pense plus, c'est le gauche, c'est le cerveau des obligations. Il faut que, il y a qu'à. Donc monsieur cerveau gauche cherche toujours des explications, des justifications, des théories, même si elles sont fausses, il faut lui expliquer concrètement les choses au cerveau gauche. Et un musicien professionnel, par exemple, quand il entend une musique, il va plutôt l'écouter avec son cerveau gauche parce qu'il va dire, tiens, ça c'est quelle note? C'est, ah oui, il fait ça, 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 ça. Il analyse le mouvement qu'il est en train d'écouter parce que c'est un professionnel. Alors que le cerveau droit, lui, il est plutôt dans la réaction, donc c'est lui qui reconnaît les visages, puisqu'il est visuel. C'est lui qui a un bon schéma corporel dans l'espace et il ne retient pas les négations. Il ne retient pas ne veut pas ou ne court pas. Donc si vous dites à un enfant ne court pas, eh ben, il n'a pas entendu le ne pas. Donc à la piscine, ça se voit très bien. Faut mieux lui dire marche. Est-ce que tu peux marcher doucement? Ah, et là il a entendu. Donc lui il retient que les je veux. Et un amateur de musique, par contre, lui va écouter la globalité de la musique. Il va dire ah c'est joli, j'aime bien. Voilà. Mais il ne sait pas quelle note c'est, mais il va dire globalement c'est beau. Donc c'est les différentes fonctions qu'on a au niveau de ces deux hémisphères et qu'on verra au niveau de la latéralité. Là, le corps calleux, il nous permet d'avoir accès à ces deux hémisphères, mais en même temps, sans être séparés. Parce que quand on a un problème au niveau du corps calleux, c'est comme si les deux hémisphères cérébraux ils fonctionnaient séparément. Ils ne peuvent pas fusionner et fonctionner ensemble. Et il y a trois raisons essentielles pour que ça ne soit pas connecté dans la globalité. C'est soit qu'un enfant a eu un accouchement difficile, le vécu d'un accouchement difficile, soit qu'il a eu un choc psycho-affectif ou physique important entre 0 et 7 ans, et la troisième, que je retrouve dans 80% des cas, c'est que l'enfant n'a pas marché à quatre pattes. Et ouais. Parce que quand vous marchez à quatre pattes, eh ben, vous faites fonctionner votre cerveau gauche et votre cerveau droit en même temps. Puisque le cerveau droit contrôle la partie gauche du corps, et le cerveau gauche la partie droite du corps. Donc vous allez créer par le mouvement un petit réseau neurologique qui va pouvoir être utilisé après tout le temps dans la vie. Donc ce qui était à la mode à une époque, c'était les trotteurs où on pesait les enfants et ils marchaient sur la pointe des pieds, donc sans s'appuyer sur leur passé, parce que le passé c'est derrière, c'est le talon, et puis ils marchaient jamais à quatre pattes. Donc on a fait des clients rois pour les kinésiologues comme moi. Mais il se peut que les enfants ne marchent pas à quatre pattes parce que des fois ils vont trop vite ou qu'on veut les aider et qu'ils n'ont pas le temps d'intégrer cette marche à quatre pattes qui est cette marche vers l'intégration. Donc c'est important de laisser les enfants bouger tout seuls. Donc là, c'est les fondations de l'apprentissage, vraiment, puisque le corps calleux, c'est la référence de soi. Donc c'est d'abord comment on peut se connaître, nous, dans notre fonctionnement. Et du coup, ça nous parle de notre individualité, de notre identité. Et du coup, si c'est débranché, on va perdre la confiance en soi. Du coup, c'est des enfants qui n'ont pas confiance en eux et qui vont toujours prendre exemple sur les autres. Donc, ils vont toujours se comparer à leurs petits camarades, leurs petits trucs. Alors, oui, on le fait tout le temps, mais là, c'est vraiment tout le temps, quoi. La symptomatologie, c'est... eux, c'est « Ah oui, mais mon copain, il fait ci, il fait ça, etc. » Donc, ils se réfèrent à l'extérieur. Ce sont des enfants qui n'ont pas la conscience du centre. Donc, c'est la référence de soi et la base de la confiance en soi. Et c'est des enfants qui travaillent trop et ça ne paye pas. C'est-à-dire qu'ils font trop d'efforts. Ils peuvent travailler 4 heures pour avoir 12 sur 20. Et le jour où ils travaillent 3h50, ils ont 10 sur 20. Donc au bout d'un moment, excusez-moi du terme, mais ils se font plus chier à travailler 3h50 pour 2 points de plus. Et du coup, ils arrêtent de travailler. Donc ça les démotive. C'est parce qu'ils font beaucoup d'efforts, mais ça ne paye pas. Et on retrouve toujours peut mieux faire. D'accord ? Donc ça fait partie de la base, c'est quelque chose à vérifier. Comme ils n'ont pas la conscience du centre, il faudrait leur éditer des livres spéciaux où il n'y a rien écrit au centre, parce que dès qu'ils passent au milieu, ils n'ont rien intégré de ce qu'il y avait au milieu. Ils arrivent à lire à gauche, à droite, et à intégrer, mais ce qu'il y a au milieu, il s'est passé, c'est rentré par là et c'est sorti par là, comme on dit. Quand ils font du sport, tout ce qui arrive au centre, ils ne savent pas le gérer.
Donc s'ils font du tennis, du ping-pong, du foot, j'en sais rien, et coup droit parfait, tennis, revers parfait, la balle elle arrive dessus, qu'est-ce que je dois faire? Hop, trop tard, ils l'ont pris dans la tête, voilà. Et parce qu'ils n'ont pas cette conscience du centre. Donc en classe, on les retrouve à gauche ou à droite. Ils sont incapables de marcher au centre d'une pièce, au centre d'un couloir, parce qu'ils n'ont pas cette référence du centre. Donc les profs bien intentionnés, mets-toi devant moi, et tu vas rester là, bien sage, et je vais me mettre devant toi. Et là, c'est pire. Alors qu'ils étaient mieux au bord du radiateur ou de la fenêtre, quoi. Donc ils sont désorientés parce qu'ils n'ont pas cette référence d'eux-mêmes, quoi. Donc c'est vrai que chacun naît avec un potentiel, mais équilibrer ça, ça redonne, ça redonne du potentiel à l'individu, sachant qu'il y en a qui naissent avec des Twingo, d'autres avec des Renault, d'autres avec des 2 chevaux, peu importe, mais une 2 chevaux qui arrive à passer les rapports correctement par rapport à une Ferrari qui roule en première, on ne voit pas la différence. Donc évidemment, ça joue sur la motivation, un truc, on retrouve des peu mieux faire. Et du coup, quand on reconnecte ce corps calleux, donc on utilise en kinésiologie une rééducation par le mouvement. La kinésiologie, c'est l'étude du mouvement. Donc on fait faire des petits mouvements croisés en regardant en haut à gauche, puis en fredonnant en même temps. On fait des mouvements du même côté, en regardant en bas à droite et en comptant, 99, 97, 95, etc. On fait faire des petits exercices comme ça pour créer ce réseau. Et après, les enfants, une fois qu'ils l'ont créé, ils ont juste un exercice à faire à la maison, c'est ce mouvement croisé en regardant en haut à gauche, dans 99% des cas, et ils ont à le faire pendant 5 jours, 10 jours, 20 jours, ça dépend de leur capacité d'intégrer, et c'est la régularité, donc c'est 20 jours successifs, et après, c'est définitif, et ils peuvent le réutiliser tout le temps dans leur vie. Sachant que si vous corrigez ça à l'âge de 15 ans, 16 ans, ça ne va pas rattraper le retard. D'accord? Donc il y aura, s'il y a du retard qui a été pris, je n'ai pas la prétention de dire ah, fais ça et voilà. Il y aura du retard, mais en corrigeant, ça sera plus facile d'intégrer par la suite. Donc s'il rattrape son retard, et ça sera très très bien. Donc c'est vrai que plus on l'équilibre tôt, mieux c'est, ou plus on le voit tôt, entre 7 et 10 ans, c'est parfait. On ne fait pas ça avant l'âge de 7 ans, puisque les 2 hémisphères n'ont pas l'âge de raison et ne sont pas connectés. Donc c'est à partir de 7 ans tout ce que je vous dis là, pour l'aspect kinésio. On apprend par l'expérience, tout le reste n'est qu'information, donc c'est en se plongeant dans l'expérience qu'on va intégrer les choses. Une fois qu'on a la référence de soi, ça c'est pas trop long. Une fois qu'on a la référence de soi, il faut qu'on vérifie les connexions au bas, gauche, droite, avant, arrière. Donc la connexion au bas, c'est ce qu'on appelle le centrage en kinésiologie, c'est la capacité à se sentir à la hauteur, et c'est ce qui va stabiliser. Les mots-clés, c'est stabiliser, donc être stable, être organisé et être capable de gérer ses émotions au centre. Donc c'est au niveau du corps, on est coupé au niveau du diaphragme, et au niveau du cerveau, on est coupé au niveau du système limbique. Le système limbique, c'est lui qui gère les émotions. Le système reptilien en bas, c'est lui qui gère la survie. Et le néocortex, c'est lui qui gère la pensée plutôt créative et consciente. C'est la capacité qu'on a, nous les êtres humains, la plus élevée. Et du coup, il faut qu'il y ait un libre accès de cette connexion entre le haut et le bas. Parce que face à une difficulté ou face à un stress, on a toujours des réflexes de survie. Et du coup, on a des réactions de type lutte, fuite ou dissimulation. D'accord ? Vous avez un tigre à dents de sabre qui rentre dans la pièce, et soit vous dites moi je suis plus fort que toi et vous allez le combattre, soit vous prenez vos jambes à votre cou, soit vous essayez de vous cacher. C'est les 3 réactions possibles. Et donc l'individu qui n'a pas ce centrage qui est en place, il va vivre du stress parce qu'il y a un examen, parce qu'il y a quelque chose, et du coup il va avoir des réactions de lutte, de fuite ou de dissimulation. Lutte, fuite ou dissimulation, pardon. Et du coup, il va réagir à quelque chose qui n'est pas un danger, comme si c'était un danger, parce qu'il ne gère pas l'émotionnel de c'est un examen, donc il y a une connotation négative au mot, et il n'arrive pas à penser de manière concrète. D'accord ? Donc il est un petit peu, il perd ses moyens. Voilà. Et le centrage, c'est ça, c'est être enraciné au niveau émotionnel.
je vous ai donné la définition. Donc c'est vrai que si on n'est pas centré, on a des peurs irrationnelles, des réponses de type lutte-fuite, et on a une impossibilité à ressentir, exprimer ses émotions, puisqu'on n'y a pas accès et qu'on fonctionne de manière réflexe. C'est le réflexe instinctif primaire. Hein. C'est ceux qui sont dans les cités. Alors, on les regarde comme ça, pourquoi ? Ils se sentent directement agressés parce qu'on les a regardés dans les yeux. Hein. Donc ils sont juste très bas dans leur niveau de fonctionnement. C'est le réflexe instinctif primaire. Voilà, c'est l'homme de Cro-Magnon d'avant. Donc le centrage, c'est l'interaction entre le haut et le bas du cerveau et le haut et le bas du corps. Donc si on est décentré, hein, le sujet il peut être distrait et il n'est pas organisé, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Vous lui dites un examen dans une semaine, il ne va pas savoir comment gérer son temps pour être prêt le jour J. Ou alors, va ranger ta chambre et lui, bon, il ne sait pas par où commencer parce qu'il ne sait pas comment organiser dans l'espace. C'est l'organisation du temps et de l'espace. Et c'est quelqu'un qui n'est pas enraciné au niveau émotionnel. Hein. Il n'arrive pas à vivre ses émotions au centre. Et du coup, quand on ne vit pas ses émotions au centre, au niveau physique, on verrouille le diaphragme. On fait « Papa, il m'a dit d'aller chercher la bouteille de vin dans la cave, j'ai pas peur, j'y vais. » Ah, ça c'est l'enfant qui dit « Oh, vas-y, t'es un homme, tu dois pas pleurer. » Donc, les hommes ont dans leur cerveau depuis... ça change un peu maintenant avec les nouvelles générations, mais les générations d'avant, c'était ça. Donc quand on équilibre le centrage, on se sent plus enraciné et on arrive à mobiliser une énergie au centre. Mobiliser une énergie au centre, on est en contact avec la réalité et on peut exprimer facilement ses émotions. On est moins déséquilibré parce qu'on arrive à être organisé entre le haut et le bas du corps. Donc par exemple, marcher, c'est une organisation neurologique très importante entre le haut et le bas du corps. Il faut être coordonné de manière correcte entre le haut et le bas du cerveau et le haut et le bas du corps. Voilà pour le centrage. J'ai déjà tout dit. Le centrage permet donne le sens d'être solide et enraciné, une meilleure coordination et un meilleur équilibre, hein, comme je vous ai dit dans la marche. Donc ça aide pour le sport aussi, pour se mouvoir dans l'espace. Le sens d'être à l'aise dans son corps et de respirer librement, hein, puisque le diaphragme n'est plus verrouillé. La manière d'intégrer et de s'approprier, de réagir aux stimuli extérieurs, donc on n'est plus dans ces réactions de lutte ou de fuite. Et la capacité de passer une épreuve, donc c'est je suis plus débordé émotionnellement par le fait que ce soit une épreuve, un examen. La manière d'éviter de surmonter la réaction automatique de stress, lutte, fuite ou dissimulation, meilleure organisation des pensées autour d'une idée principale, une harmonisation du raisonnement avec un sentiment instinctif et une émotion. Donc c'est comme si on avait accès à... le raisonnement, c'est la partie la plus haute du cerveau, les émotions, le milieu, et l'instinct, le bas. Donc l'instinct, il faut qu'il soit là. Hein. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de tigres à dents de sabre qui rentrent dans les pièces à l'heure actuelle, mais il peut y avoir des dangers. Et le danger, il ne faut surtout pas monter qu'est-ce que je fais, jusqu'à la réflexion. Il vaut mieux agir vite. Donc ça, c'est quelque chose de normal et de bien. Mais examen, non, c'est bon, détends-toi, ça va. Voilà. Il faut que tu aies accès à ton raisonnement pour pouvoir justement bien réussir ton examen. Et exprimer ses émotions facilement. Donc en kinésiologie, tous les exercices de centrage dans la globalité, ce sont des exercices de stimulation de points énergétiques. Alors l'eau, c'est très important, boire de l'eau, avoir une alimentation équilibrée. Hein. Et après, c'est que des points énergétiques qui vont permettre de créer cette connexion entre le haut et le bas du corps. On utilise des stimulations de points d'acupuncture avec des mouvements oculaires, par exemple, ou des positions spécifiques qui font circuler l'énergie. C'est vrai que c'est vraiment que énergétique. Là. La deuxième dimension, c'est le focus, la focalisation. Les mots-clés du focus, c'est compréhension, concentration et libre circulation du liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal, c'est ce liquide qu'on a
qui est dans toute la colonne vertébrale, dans la dure mère. C'est un peu le liquide de refroidissement de la voiture. Et d'où les zones très importantes qui doivent être libres, que sont l'occiput et le sacrum, puisque le liquide est bercé par les mouvements de l'occiput et du sacrum. D'accord ? Donc le focus, c'est la capacité à traverser la ligne médiane entre l'avant et l'arrière du corps, donc entre le lobe postérieur qui est le lobe occipital et le lobe frontal qui est devant. Donc les réflexes primitifs sont souvent cause d'une incapacité à prendre des risques pour s'exprimer et participer activement au processus d'apprentissage. Les élèves incapables de concentration sont qualifiés d'inattentifs, incapables de comprendre, retardés du langage ou hyperactifs. Ou TDAH maintenant. Certains enfants se concentrent trop ou font trop d'efforts. Il y en a, on leur dit « mais t'es lent, t'arrives pas ». Mais en fait, ils sont tellement dans le détail parce qu'ils sont concentrés, ils sont surfocalisés que ils perdent du temps. Mais ils sont trop concentrés. Mais on leur dit « concentre-toi ». Donc on rajoute quelque chose. En fait, c'est le cerveau entre l'avant et l'arrière, c'est le surfocalisé, il est dans les détails, et le sous-focalisé, il est dans la globalité. C'est un peu l'analogie entre le cerveau gauche qui est dans le détail et le cerveau droit qui est dans la globalité. Donc vous dites au surfocalisé, ouais, tu peux me raconter le grand bleu, et le surfocalisé, il va vous dire, ah oui, alors au début, tu vois, dans le grand bleu, il y a des petits garçons, ils voient quelque chose briller dans l'eau, et il y en a un, il veut plonger, parce qu'il y a un monsieur qui lui a dit d'aller le chercher, et puis là, il y a son copain qui est plus fort que lui, qui lui dit, non, mais c'est moi qui vais y aller, et du coup, il passe 2 heures à vous raconter les 5 premières minutes. Vous n'avez rien compris au film, mais il a passé 2 heures. Le sous-focalisé, lui, tu peux me raconter le grand bleu? Il va vous dire, ouais, c'est un film avec des poissons et la mer. Ah ouais, vous n'avez toujours rien compris au film, mais lui, il vous a résumé le film en 2 secondes. Là, c'est le sous-focalisé. Donc, il faut être équilibré entre l'un et l'autre. Donc, c'est vrai que le cerveau postérieur, c'est là où tout s'imprime. C'est là où on garde tout en mémoire. Et il faut qu'il y ait un passage de cette impression à l'expression, donc cette connexion avant-arrière, pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez appris à l'extérieur. Donc il y a des enfants, ils arrivent très bien à apprendre le jour J, chez vous, à l'école, pendant qu'ils font leurs devoirs. Ils ont appris parfaitement la leçon, puis le lendemain, la maîtresse les interroge et dit « ça fait combien ça ?» Et ils n'arrivent pas à ressortir. Et bien ça, c'est imprimé, mais la connexion pour exprimer, elle n'est pas là, et du coup, ils n'arrivent pas à le ressortir. D'accord ? C'est pas marrant. Donc la partie postérieure, c'est le lobe occipital, c'est le lobe postérieur du cerveau. C'est vrai que c'est la première chose qui arrive sur Terre, et c'est là qu'il y a les aires visuelles, parce que la plupart des enfants, ils naissent avec la tête qui est derrière. Donc il y a déjà une impression du monde qui se fait, et puis l'enfant, il arrive, et déjà il est malade, parce que les enfants, ils arrivent, il est malade, on leur met des lampes dans les yeux, on leur dit bienvenue, et on leur met des gouttes, tout ça, parce que après on les vaccine. Et du coup, parce qu'un chou romanesco, quand il arrive sur Terre, lui, il est parfait, il est tellement beau et tout, il est magnifique, mais le bébé, non. Le bébé, il est déjà malade, il arrive, il faut le soigner. On ne laisse pas se développer comme ça. Donc le cerveau postérieur, il enregistre tout, lui. Son rôle, il stocke, et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on va vivre comme expérience, il va le stocker à l'arrière. Il est plutôt passif, parce qu'il peut enregistrer les enfants de 0 à 5 ans, c'est des bandes de données, c'est des disques durs, et ils emmagasinent. Donc c'est pour ça qu'il a une analogie avec le cerveau droit. Le cerveau antérieur, lui, le lobe frontal, la partie antérieure du cerveau, c'est là où on a le siège de l'expression. C'est le lieu de la créativité et de l'action aussi. Et c'est ce qui nous permet de fonctionner de manière souple et active. C'est lui qui peut créer des nouvelles perspectives. Parce que le lobe frontal, le lobe antérieur, c'est lui qui, on va dire, comme il est devant, c'est lui qui a la vision du futur. Même si le futur n'est pas là encore là, c'est lui qui fait un peu les pas de géant dans les découvertes.
Et donc il faut s'appuyer sur ce qu'on a imprimé pour pouvoir être présent ici et maintenant et exprimer ce qu'on veut exprimer par rapport à ce qu'on a vécu. C'est ça la connexion avant-arrière. Et il existe des enfants qui par hypersensibilité, comme ils sont capables de capter ce qui va arriver et que ça leur fait peur, hop, ils freinent des cas de fer. Et du coup ils tendent toute la chaîne postérieure au niveau du corps et ça les met un petit peu en retrait. Et du coup, il faut savoir que tous les exercices qui sont liés à cette équilibration avant-arrière sont des exercices d'étirement. C'est que des exercices où on va travailler l'étirement du mollet, ici ou là, l'étirement du psoas, qui est un muscle tridimensionnel, il fonctionne dans les 3 dimensions, l'étirement des trapèzes, l'allongement du bras ou les pieds sur terre, avec cette référence de croiser les jambes. C'est tout que des exercices d'étirement. Donc quand il y en a besoin, on corrige l'individu pour qu'il intègre bien comment il faut faire cet exercice. Et le fait de le faire pendant 10 jours, 15 jours, va lui permettre de recréer cette connexion entre l'avant et l'arrière, être dans un bon timing. D'accord ? La dernière, la connexion gauche-droite. La connexion gauche-droite, c'est la latéralité, donc c'est elle qui nous permet de penser, traiter, communiquer. On dit souvent plus jamais seul à deux, mais ensemble séparément. C'est comme le mariage. Quand on est marié, on n'est plus jamais seul à deux, mais ensemble séparément. C'est-à-dire que dans un couple, il faut garder son individualité propre, mais avoir un fonctionnement ensemble, avec l'autre aussi. Mais on garde son individualité. Donc là, le cerveau gauche et le cerveau droit, ils gardent leur individualité, mais ils peuvent fonctionner de manière intégrée ensemble aussi. Donc c'est comment on utilise les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 mains, les 2 pieds pour pouvoir intégrer toutes les informations du monde extérieur et les retranscrire après par la suite. Donc c'est la capacité de traverser cette ligne médiane qu'on a équilibrée tout au début et d'utiliser la gauche et la droite au niveau du corps en traversant ce champ médian. Donc ça nous permet vraiment d'intégrer l'écriture, la lecture, les codes symboliques de gauche à droite et de droite à gauche et d'utiliser tous nos 5 sens. C'est vraiment intégrer l'information de manière bilatérale. Cette dimension de la latéralité, elle concerne le processus d'entrée et de sortie des informations que nous définissions comme un comportement intelligent. Donc c'est je fais rentrer des informations que j'imprime aussi derrière et je les exprime avec mes 2 yeux, mes 2 oreilles, etc. Grâce à ça, plus facilement et avec le lobe frontal aussi. Donc on a vu qu'il y avait 2 hémisphères, le gauche et le droit. Donc la partie gauche, elle est analytique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle travaille du particulier au général, donc du détail vers le global. Elle travaille par séquence, c'est A, puis B, puis C. Elle gère et elle code du coup en série, que ce soit au niveau du corps et du cerveau. C'est un peu la vision de la tortue. Alors que l'hémisphère droit, c'est la vision plus globale de l'aigle. C'est généralement le droit, on dit l'hémisphère Gestalt. On ne rentrerai pas dans les détails de ça, mais lui, il travaille du général au particulier et il est responsable des pas de géant intuitifs. C'est vraiment le côté intuitif dans l'apprentissage. Et il est orienté vers le tout, l'intemporel, la synthèse, la métaphore et les capacités à encoder et décoder lors du traitement de l'information qui sont accomplies à l'intérieur même de ce système. La vision binoculaire, l'audition bi-auriculaire, la coordination bilatérale dépend des côtés gauche et des côtés droits et travaille en complémentarité du coup. C'est ça la latéralité. Donc quand la latéralité s'améliore, la communication, même la communication avec les gens, avec le monde extérieur, s'améliore. Elle devient automatique et spontanée. Et nos communications au travers du langage écrit, parlé ou gestuel devient également plus clair et plus vivant. Donc le sujet intégré, c'est une coordination entre le cerveau et le corps de manière générale. Une personne intégrée, globalement, elle est capable de traiter une information donnée avec les 2 hémisphères utilisés en même temps. Elle peut en même temps bouger et penser, elle peut parler et écouter ce qu'elle dit, elle peut écrire et en même temps lire ce qu'elle écrit. Elle est capable de communiquer facilement.
Elle peut s'investir avec tout son être dans une tâche donnée, et cette personne intégrée vit des choses, des pensées neuves, spontanées et créatives. Même les tâches les plus simples deviennent de cette manière l'expression agréable de son moi, c'est-à-dire de ce qu'il est. C'est la référence de lui. Mais pour arriver à cela, il est nécessaire que nous sachions guider nos 2 yeux, nos 2 oreilles, nos 2 mains, nos 2 pieds. Et à ce moment-là, nous avons accès à nos 2 hémisphères cérébraux qui vont jouer leur rôle pour les 2 côtés de notre corps. L'hémisphère gauche s'occupe du côté droit, l'hémisphère droit du côté gauche. De cette manière, nous pouvons aussi penser et agir en même temps avec les 2 hémisphères. Donc c'est bien, moi je me suis cassé le poignet droit quand j'avais 7 ans. Et ben ça m'a permis de développer mon écriture à gauche, parce qu'on m'a obligé à écrire, au CE1 j'avais. Et ben j'ai écrit avec mon côté gauche, mais je suis sûr que ça m'a servi. Alors que on n'utilise pas trop quand on est droitier son côté gauche, ou ceux qui sont gauchers, on leur dit des fois, enfin on leur disait écrire à droite c'est mieux, hein, c'est pas bien d'être gauche. Et du coup je pense que ça m'a aidé quand même un peu. Donc c'est pas forcément mal ou négatif quand il nous arrive quelque chose, de se casser quelque chose ou autre. Donc la latéralité, elle est indispensable à la communication et elle sert l'individu tout au long de sa vie. Et donc les exercices de latéralité qu'on propose aux enfants ou aux adultes, ce sont des exercices qui vont travailler autour de cette ligne médiane. Donc soit des exercices de coordination motrice, comme ici, debout ou assis, des roulements du cou où on va travailler, on passe la ligne médiane entre la gauche et la droite. Un petit exercice énergétique où on vient relancer l'énergie qui gère cette latéralité. Des exercices avec des 8 couchés souvent pour pouvoir passer la ligne médiane et intégrer ce qui est à gauche et ce qui est à droite, que ce soit pour les yeux, donc il n'y a que les yeux qui bougent pendant qu'on fait un 8. Pour les oreilles, donc il y a tout le corps qui bouge, hop, comme celui-là. Le travail respiratoire, je vous en ai un petit peu parlé au début. Et un petit exercice de crayonnage en miroir, ça c'est sympa, même à s'entraîner, tous ces exercices on peut les faire même si on n'a pas de problème. C'est on prend 2 stylos, une feuille et on essaye de faire le même dessin à droite, à gauche, on regarde ce que ça donne après, on l'expose, on le vend, on l'expose chez Seb, c'est possible. Donc pour conclure, je dirais que la structure fait la fonction et la fonction fait la structure. C'est-à-dire que si vous avez un blocage au niveau physique, la fonction qui dépend de ça va être altérée. Donc c'est vrai que si on a un blocage de la symphyse phénobasilaire au centre du crâne, la fonction qui a juste au-dessus c'est le cerveau. Donc ça peut jouer sur l'apprentissage rien que quand on a ce blocage-là. L'occiput sur la première cervicale, c'est l'articulation du oui, le oui à la vie. Donc si vous êtes marié et que vous aviez ce blocage, il se peut que ce ne soit pas un vrai oui. Donc, des fois quand je corrige, il y a des gens qui divorcent derrière. C'était pas un vrai oui. J'en ai vu. Mais c'est vrai. Coupé. Donc il est important d'avoir un corps qui fonctionne en bonne santé, qui soit optimal, pour pouvoir après corriger toutes ces 3 dimensions. Donc la référence du centre, qu'on appelle le corps calleux, la connexion haut-bas, la connexion avant-arrière et la connexion gauche-droite, puisqu'on vit dans un monde en 3 dimensions. Et ça, c'est vraiment la base de l'apprentissage, parce que c'est vrai que ce qui est proposé à l'heure actuelle, j'écoutais encore une conférence dimanche soir sur une neurophysiologiste qui avait inventé un jeu pour les enfants pour améliorer leurs difficultés d'apprentissage. Et c'est bien parce que c'est un jeu, mais on leur demande de faire quelque chose encore et encore. Même quand on va chez l'orthophoniste, il faut avoir un travail intensif, et donc tant que ça c'est pas intégré, il a beau travailler de manière intensive, oui, l'individu va trouver des compensations, mais il ne va pas pouvoir développer ses propres capacités à partir de lui. Et plus on le fait tard, plus on prend du retard. On s'en sortira toujours parce qu'on va compenser, mais c'est pas forcément apprendre de manière optimale dans la vie et dans le monde. Dans ma vision des choses. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour devenir un vrai apprenti sage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc je vous ai pas laissé parler, mais si vous avez des questions,
je peux y répondre si vous voulez une explication plus précise sur un point ou si vous avez des questions personnelles.